J'ai le plaisir de vous présenter le dispositif Cité bénévole qui est déployé à la Fondation des Amis de l'Atelier depuis 2016. Et vais vous en présenter la genèse, un temps particulièrement fort et structurant qui a été les Jeux olympiques et paralympiques 2024, et puis les outils qui permettent de s'approprier ce dispositif à la Fondation des Amis de l'Atelier, mais aussi ailleurs, puisque c'est aussi le but de cette présentation. Alors, très rapidement, présentation de la Fondation des Amis de l'Atelier. C'est une fondation qui existe depuis maintenant un peu plus de 60 ans, reconnue d'utilité publique, qui offre pratiquement toute la palette des dispositifs du champ du handicap, hein, depuis les ESAT jusqu'aux maisons d'accueil spécialisées, en passant par des dispositifs plus récents qui sont, par exemple, l'habitat inclusif, les services SAVS SAMSA. Nous accompagnons des adultes et des enfants. Alors, à peu près chaque année, 4000 personnes, mais selon des modalités très, très variées. Euh, les publics que nous accompagnons sont essentiellement des personnes en situation de handicap mental ou psychique, ou atteints de troubles du spectre de l'autisme et de troubles neurodéveloppementaux. Et puis, dans nos maisons d'accueil spécialisées, nous accompagnons également des personnes en situation de pluri ou de polyhandicap, ou atteintes par des pathologies neurologiques. Voilà. Tout cela essentiellement en Île-de-France, où nous sommes très densément implantés, et également en Haute-Vienne, autour de Limoges, le tout au travers d'une centaine de solutions, c'est-à-dire que on compte dans ces centaines de dispositifs des établissements et des services au sens classique du terme, et puis des dispositifs de logement accompagné, des équipes mobiles, etc., etc. Cité bénévole dont je vais vous parler donc a été créée en 2016 et a obtenu en 2019 par l'intermédiaire de la conférence la conférence nationale du handicap, le label Tous concernés et tous mobilisés. Alors, qu'est-ce que c'est que Cité bénévole? Eh bien, c'est un projet qui a l'ambition de proposer, de coordonner et de sécuriser des actions de bénévolat qui sont portées, et c'est là sa grande originalité, par des personnes accompagnées par la Fondation des Amis de l'Atelier, avec un objectif pour les bénévoles qui est ambitieux, qui est de favoriser leur sentiment d'utilité sociale, favoriser l'inclusion sociale de ces personnes, de valoriser leurs compétences, mais aussi, en dehors de toute visée utilitaire, de rechercher tout simplement leur épanouissement et leur bien-être. Et puis, objectif sous-jacent pour les partenaires, leur permettre d'approcher d'une manière différente le handicap, de mieux le connaître, de les sensibiliser, et puis aussi de manière tout à fait pragmatique, de pouvoir s'appuyer sur des équipes, pour certains événements, sur des équipes de bénévolat mixtes. La jeunesse du nom, pour citer, petit jeu de mots avec la cité au sens du lieu de vie commun et partagé. Le bénévolat, donc c'est l'occasion de rappeler la définition, donc une activité non rétribuée, librement choisie, qui s'exerce sans but lucratif et qui développe le pouvoir d'agir des personnes. Et puis vol, voilà, comme on prend son envol et on développe son autonomie. Je vais commencer par deux très très courtes vidéos, mais qui font partie de la palette d'outils que nous avons pu développer avec des partenaires à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, et je vous reparlerai de ces très beaux événements ensuite. Alors là, il s'agit de petites vidéos qui s'adressent aux personnes concernées,
pour leur donner à comprendre et à saisir de manière plus concrète ce que c'est que le bénévole et qui peut être bénévole. Et ces vidéos ont été réalisées grâce à des financements de l'ARS Île-de-France et leurs réalisations ont été confiées à une agence qui s'appelle Signe de Sens et qui fait du design social. Voilà. Pourquoi faire du bénévolat? Pour me sentir utile, pour acquérir des nouvelles compétences, pour faire partie d'un bel événement, pour défendre une cause. Parce que j'aime ça. J'ai toujours aimé le contact avec le public, que ce soit sur scène ou autre. C'est parce que ça me donne envie et ça donne aussi à rencontrer des gens. Pour aider les gens. Tout simplement. Juste comme ça. Ça fait découvrir d'autres choses. Puis tu fais que quand des fois tu fais une activité, bah, tu fais toujours la même chose que le bénévolat, tu fais pas toujours les mêmes choses, tu découvres d'autres choses. Moi, ça me plaît beaucoup, le CERF, pour les gens qui ont besoin. En tout cas, moi, j'adore aider les gens. C'est un engagement. Et une fois que je m'engage dans quelque chose, je le fais. Pour montrer ma passion du volleyball. Être utile aux autres, surtout. Parce qu'on m'a proposé de faire du bénévolat pour les JO 2024. Ça fait rêver. Voilà, donc ça, c'est une première vidéo très courte qui est suivie d'une deuxième qui explique davantage ce que c'est que le bénévole et qui est elle aussi destinée aux personnes en situation de handicap que nous accompagnons. Dans ce parcours numérique, on va vous expliquer concrètement ce que c'est que le bénévolat et vous donner quelques conseils pour devenir bénévole. D'abord, on va vous expliquer ce que c'est que le bénévolat. Ensuite, on pourra voir que tout le monde peut être bénévole. Puis, on pourra voir les avantages du bénévolat. Et enfin, les différentes étapes pour devenir bénévole. Vous pourrez faire le parcours d'un seul coup ou bien étape par étape. Vous verrez, c'est facile. Ce qu'il faut très simplement, c'est que je vous explique comment se met en place ce dispositif et ensuite je vous proposerai un petit peu plus tard de visionner une vidéo qui est là une vidéo destinée aux établissements, aux associations et aux équipes qui ambitionnent de mettre en place Cité bénévole chez eux et qui reprend ces explications en pas à pas. Alors, on commence par en parler évidemment en équipe et puis par partager l'intérêt pour cette proposition de bénévolat aux personnes accompagnées. Ensuite, on nomme un pilote, cité bénévole, dans l'établissement, le service ou le pôle. Alors, je parle de pôle puisque la fondation se structure en pôle. Ensuite, sous l'impulsion de ce pilote, mais avec l'ensemble des équipes, on recense les personnes qui peuvent être intéressées et on leur présente une fiche profil bénévole qu'elles doivent compléter et la charte du bénévole. Alors, ce sont évidemment des étapes expliquées à très gros traits, hein. Ensuite, on va chercher des partenariats. Les partenariats, on peut les chercher à une échelle extrêmement locale et le cas échéant à une échelle plus large, territoriale, voire régionale pour certains événements d'ampleur. Et on propose à ces partenaires à qui on aura préalablement expliqué les enjeux du dispositif de signer une convention de partenariat. Une fois que l'événement pour lequel le partenaire souhaite faire appel aux bénévoles est bien défini, on précise les missions et les horaires de bénévolat et évidemment, on a soin de les adapter en fonction des compétences et des envies de chaque bénévole qui auront été préalablement discutées, voire spécifiées dans la fiche profil bénévole. Et puis enfin, on suit les actions et on les valorise. Et c'est vrai qu'une fois qu'un établissement, un service, une équipe, un pôle sont mobilisés, c'est important d'être en capacité de produire des bilans de ces activités bénévoles. La liste des outils
La voilà. Alors, je ne vais pas tout de suite zoomer dessus, mais dans ces diapos qui sont à votre disposition, vous avez des liens vers les sites, les espaces où sont hébergés ces outils. Et en l'occurrence, ils sont hébergés aujourd'hui, et nous en sommes très heureux, par le site handicap.gouv.fr. Alors, nous avons donc une convention type qui se signe entre cité bénévole. Alors, ça peut être pour le compte de la Fondation des Amis de l'Atelier, comme pour n'importe quel autre gestionnaire. On a vraiment mis ce dispositif à la disposition de tout le monde. Et le partenaire organisateur d'un événement qui aura recours à des bénévoles. La fiche profil bénévole, qui est rédigée en facile à lire et à comprendre. La fiche de renseignement partenaire, le règlement, qui est aussi le règlement qui est donc l'engagement des bénévoles à charte, qui est un document en FALC, la fiche de mission et un document de compte-rendu de la mission qui est renseigné par le pilote Cité bénévole. Un autre pivot de cette initiative, c'est France Bénévolat. Depuis le début, on s'est appuyé sur le réseau France Bénévolat, d'une part parce que on peut, par l'intermédiaire de France Bénévolat, utiliser un passeport bénévole qui permet de valoriser et de mettre en relief les expériences acquises par chaque bénévole au fil des missions, mais aussi parce que France Bénévolat, c'est un réseau, et notamment départemental, auquel on peut s'adresser pour pouvoir être mis en relation avec des organismes porteurs d'événements recourant à des bénévoles. Les missions, elles peuvent être extrêmement variées. De l'accueil du public, de la distribution de flyers, du tri de vêtements, par exemple dans des braderies solitaires ou dans des vestiaires solidaires, des distributions de repas, de café, de l'animation de stand, de l'accueil billetterie, de la collecte alimentaire, de la participation au Téléthon. Là, il y a un petit témoignage où des volontaires, des bénévoles de Cité Bénévole ont pendant 4 années consécutives participé à un festival musical, et ils s'occupaient du nettoyage du site après la tenue des événements. Voilà. Donc vous voyez que c'est une palette extrêmement large et qui permet des adaptations d'émissions à toutes les compétences, à tous les rythmes et c'est essentiel, à tous les goûts. L'aventure des Jeux olympiques et paralympiques qui a vraiment servi pour nous d'accélérateur de ce dispositif de bénévoles, elle a commencé non pas en 2024, elle a commencé en 2022, puisque nous avons répondu à ce moment-là à un appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé par la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques, qui souhaitait s'assurer que parmi les 45 000 volontaires qui seraient mobilisés à l'occasion de cet événement, pourraient trouver leur place des volontaires en situation de handicap, et en passant notamment, mais pas exclusivement, par l'intermédiaire des établissements, services et associations médico-sociales. Donc, nous nous sommes engagés et nous avons pu mobiliser 250 volontaires bénévoles et 180 accompagnants professionnels issus des rangs de la Fondation. Cet engagement fort, il a été l'occasion d'un travail de préparation intensif, puisqu'il fallait que les volontaires et leurs accompagnants s'affrontent un peu à des événements d'ampleur dans le domaine sportif pour pouvoir avoir une idée des contraintes, de l'ambiance, très porteuse mais aussi potentiellement source de stress, et puis pour que nous aussi, on puisse s'aguerrir aux échanges avec des partenaires organisateurs d'événements sportifs. Donc, nous nous sommes engagés dans des grands événements sportifs nationaux et internationaux. Et si je vous en parle, c'est parce que ces grands événements, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est une parenthèse enchantée qui s'est fermée. Alors, rendez-vous maintenant en 2030, peut-être pour les Jeux d'hiver. Mais les grands événements sportifs,
existent toujours, hein. Ils sont portés soit par des fédérations de sport, soit par des fédérations de sport adaptées, handisport, voilà. Et donc, ça peut être tout à fait un vivier très mobilisateur et très valorisant d'événements où des bénévoles peuvent s'impliquer. Alors là, ce que je voulais vous proposer pour donner une vision vivante de ce que ça avait pu donner à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, c'était une petite vidéo très sympathique sur le Vie ma vie de bénévole au moment des Jeux olympiques et paralympiques. Je suis contente de le faire, en fait. Je me sens utile. Côté humain, il me plaît beaucoup. Là, je me dans bénévole. Déjà, ça va commencer par mettre le réveil. Chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire tous les jours, afin qu'ils se préparent tranquillement, qu'ils mettent leur uniforme, prennent un bon petit déj et qu'on soit à l'heure pour partir. Et puis, ils prennent la route et ils arrivent au Stade Charletti, plein d'entrain, plein d'envie. Ils sont accueillis par une merveilleuse équipe de bénévoles ici déjà implantés. On a été chercher des t-shirts, des accessions, des sacs à dos. Une fois qu'ils ont ce petit welcome pack, ils se dirigent vers le pôle accueil. Ce pôle accueil les dirige ensuite à leur mission et leur présenter un petit briefing de leur mission. Et ensuite, la mission peut commencer. Ma mission, c'est de venir ici et faire l'activité et, voir et dire aux gens ce qu'on fait comme activité, si on participe ou pas. Pour scanner les yeux, entrer et puis guider les gens aussi, les personnes à mobilité réduite. Chacun a pris son poste. Ils ont décidé eux-mêmes de ce qu'ils voulaient faire. Il y avait deux missions qui se proposaient à eux, c'est-à-dire une mission de tri des déchets. Et on a une deuxième mission qui va pousser sur du nettoyage de table, une fois que les personnes ont fini de manger. Une fois que la mission est terminée, on va faire un point à l'espace bénévole. Hier, par exemple, on a fait notre première journée de bénévolat. Et dans la voiture, que du positif. Ils étaient contents de pouvoir revenir aujourd'hui et puis demain encore. L'encouragement aussi, hein, ça compte beaucoup. L'année prochaine, c'est sûr, on y est. On y est. Donc, vraiment, j'encourage tout le monde à faire partie de ce dispositif de bénévolat. En résumé, autour de cet héritage des Jeux olympiques et paralympiques, nous avons pu, donc c'était un plan d'héritage des JOP, au travers de la mesure 70 qui touche au développement du bénévolat des personnes en situation de handicap, nous avons pu capitaliser les outils, la boîte à outils Cité bénévole et avoir, on va dire, l'honneur qu'elle soit hébergée sur le site handicap.gouv.fr. Donc, je vous ai rappelé là les liens pour trouver ces différents outils. Et donc, c'est l'occasion pour les personnes concernées d'avoir accès à des vidéos de témoignages de bénévoles, un parcours de sensibilisation numérique, celui que je vous ai montré au tout début sur pourquoi et comment on devient bénévole, et puis pour les structures d'accueil et les professionnels, le kit des outils et la vidéo qu'on appelle Motion Design qui est Cité bénévole pas à pas. Voilà. Alors, j'arrive à ma conclusion hein, pour vous dire que à la Fondation des Amis de l'Atelier, eh bien, ah zut, il faut que je fasse du rétropédalage. Et voilà la précédente. À la Fondation des Amis de l'Atelier, nous avons incité l'ensemble des pilotes cités bénévoles à recenser et valoriser l'ensemble des actions et en dehors des Jeux olympiques et paralympiques, on voit qu'en 2023, nous avions mobilisé 228 bénévoles, pu nouer des partenariats avec 47 partenaires, engagé 34 établissements ou services pour 444 actions de bénévolat qui représentaient 2412 heures de bénévolat. C'est un bilan chiffré, c'est important parce que ça permet de montrer à chacun la robustesse de ce dispositif et le fait que l'élan a été transformé à la Fondation, ce dont on est vraiment tout à fait ravis. Et puis même ma dernière diapositive, c'est pour partager avec vous l'adresse mail de contact à laquelle vous pouvez, le cas échéant, envoyer un message si vous voulez en savoir plus. Petite présentation. Alors,
Bénévolat et participation citoyenne, c'est le nom de la mission que donc je relève, c'est comme ça qu'on dit, depuis le mois de septembre. J'essaye d'avancer. Voilà. Juste, alors rapidement, la Fondation John Bost, elle accompagne et soigne des personnes, enfants, adolescents, mais surtout adultes et seniors en situation de handicap psychique et ou mental, polyhandicap, handicap rare. Donc on est assez proche finalement des amis de l'atelier du point de vue des personnes qui sont accompagnées et soignées. Il y a plus de 42 établissements et services qui sont répartis sur 4 régions en France. Donc historiquement en Dordogne, mais c'est aujourd'hui 40% de l'activité de la Fondation John Bost. Le reste, c'est ce qu'on appelle le Grand Ouest, c'est le Grand Sud-Ouest, pardon, Grand Ouest, je confonds. Le Grand Sud-Ouest qui est Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et puis après, on a des pôles en région parisienne et 2 établissements sur la Normandie. Donc voilà, et ça fait à peu près 2000 personnes accompagnées et soignées pour 2300 professionnels. Les 4 missions de la Fondation John Bost, qui sont donc au projet institutionnel, c'est accueillir, accompagner et soigner les personnes en situation de handicap, donc mental ou psychique, personnes âgées, etc. C'est former des professionnels et des bénévoles à l'accompagnement et aux soins adaptés, de qualité pour ces personnes-là. C'est favoriser le changement de regard des personnes et de la société sur le handicap et la maladie mentale. Et puis, c'est accompagner et orienter les familles des personnes handicapées ou malades mentales qui sollicitent une prise en charge à la Fondation John Bost. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce projet institutionnel qui date maintenant qui doit avoir 10 ou 15 ans, quelque chose comme ça, est déjà très tourné vers, pas uniquement vers l'accueil et l'accompagnement des personnes, mais beaucoup sur la formation de bénévoles, sur le changement de regard et l'accompagnement des familles. Le plan stratégique qui date de 2023 a 4 axes. Il y a un axe, le 3e, qui est sur la promotion de l'engagement pour permettre à la Fondation de poursuivre ses missions, d'en engager de nouvelles et ainsi d'amplifier son rayonnement. Et la Direction Générale a proposé au Conseil d'administration de mettre en place une politique du bénévolat afin justement de développer et diversifier les possibilités d'engagement de bénévoles internes et externes dans les établissements et services. Donc quand je dis interne et externe, c'est des bénévoles donc des citoyens qui viennent dans les établissements ou qui accueillent à l'extérieur des établissements des personnes accompagnées et soignées à la Fondation John Bost. La valeur attendue du projet bénévolat et participation citoyenne, ça vient d'abord de l'organisation et du cadrage et du développement du bénévolat dans les établissements et services. Et en fait, après 6 mois que j'ai fait d'état des lieux et de proposition d'une stratégie, c'est en fait vraiment la valeur, c'est agrandir l'espace social autour des personnes accompagnées et soignées, de leur permettre d'augmenter leurs possibilités de lien social. C'est vraiment ce qui nous guide. Les objectifs stratégiques pour agrandir cet espace social, c'est de rassembler les amis, les bénévoles, les familles, les anciens salariés, les aidants, enfin tout ce qui fait finalement communauté autour des établissements pour pouvoir changer le regard sur le handicap, contribuer à cela, favoriser les possibilités de lien social, de rencontre avec le milieu ordinaire, de permettre de vivre des activités ambitieuses et d'augmenter la notoriété de la Fondation John Bost et des établissements dans leur environnement local, dans leur territoire. Les objectifs opérationnels, c'est donner de la visibilité à tous les bénévoles, volontaires et sympathisants. C'est augmenter le nombre d'actions de personnes accompagnées avec des citoyens extérieurs ou aux établissements et services. C'est valoriser l'action des bénévoles et des volontaires. C'est mettre en place des outils de l'accompagnement des bénévoles du recrutement à la fin de la mission. C'est cadrer le bénévolat des salariés, puisque historiquement, à la Fondation John Bost, il y avait un certain nombre de salariés de la Fondation qui faisaient du bénévolat. Et donc,
voilà, là, il y a eu des choses pas forcément très claires qu'il est nécessaire de cadrer. Et puis, c'est soutenir le recrutement, l'accueil et l'accompagnement des volontaires dans les établissements et services. Et là, je parle de volontaires, c'est bien sûr les jeunes en service civique, en volontariat européen, etc., année diaconale, des choses de ce type-là, qu'on a, comment dire, enfin, qui intègrent cette mission de bénévolat et de participation citoyenne. Le périmètre du projet, il concerne donc là, pour le coup, donc, tous les établissements et services de la Fondation. Il est transversal dans le champ de l'accompagnement. Et il vient bien en complément de l'activité d'accompagnement des professionnels. Il n'intervient pas dans le champ du soin. Donc, les interfaces, hein, c'est les projets d'établissement, les projets personnalisés, projets de vie de chacun, et puis les réseaux de partenaires. Et voilà, tout ce qui fait, les, comment dire, les relations en fait autour des établissements et services. Après, ce que ça pourrait donner comme, on va dire, comme on pourrait élargir ce périmètre-là à des espaces de formation et de partage de connaissances pour les personnes accompagnées. C'est aussi développer un espace de formation pour et par les familles. C'est voilà, de tourner aussi, d'agrandir un petit peu cela autour des familles et de ce qui se passe avec les familles et de les impliquer plus dans l'accompagnement de leurs proches. Les parties prenantes de ce projet, en interne, c'est évidemment les bénévoles qui sont déjà là, les volontaires qui sont là, les directions des établissements et services, les professionnels éducatifs, et puis conseil d'administration et services transversaux pour un soutien à ce qui se passe dans les établissements et services. Et les parties prenantes externes, bah, c'est pour moi les personnes accompagnées et soignées, les familles. Alors Visa AD, c'est parce que c'est notre partenaire pour le recrutement et le suivi des volontaires, notamment en service civique. Et puis tout ce qui est toutes les associations, les collectivités, les partenaires du territoire à chaque fois autour des établissements et des services. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment 3 axes dans ce projet-là. Il y a faire communauté, faisons communauté autour des établissements et services. Il y a animer les réseaux de bénévoles et animer le réseau des volontaires. Ce qu'on propose dans Faisons Communauté, c'est vraiment d'identifier autour de chaque établissement et de service toutes les personnes, tous les citoyens qui gravitent autour de ces établissements et qui finalement font cette communauté citoyenne qui est là. Et il se trouve que quand je vais dans les établissements pour voir avec eux ce qui se passe, ça permet de mettre en lumière et de valoriser tout ce qui se fait déjà en termes de relations avec des partenaires. Et il se fait beaucoup de choses. Et dans les établissements, ils ne sont pas tous au courant, les uns des autres, dans les services, etc., de ce qui se passe avec d'autres. Et donc, c'est très intéressant d'arriver à valoriser ça parce qu'il me semble que c'est important aussi pour les professionnels de montrer qu'ils font déjà pas mal de choses, voire beaucoup. Et c'est l'intérêt, c'est que c'est finalement toutes ces personnes qui font communauté, c'est vers eux qu'on va s'appuyer d'abord pour développer un réseau de bénévoles qui va venir en soutien. Donc sont concernés ici, c'est évidemment les bénévoles, mais c'est les familles, c'est les sympathisants, les aidants, pères aidants, les jeunes volontaires à l'année, toutes les personnes et organisations proches qui souhaitent marquer leur soutien à l'action d'accompagnement des professionnels dans l'établissement ou le service. C'est le lieu de l'ancrage territorial, du réseau d'influence et du changement de regard. C'est aussi le lieu du bénévolat ponctuel, c'est-à-dire ces engagements qui sont plutôt spontanés, qui sont pas forcément des engagements réguliers, mais c'est le coup de main pour un événement, des choses comme ça, qu'il faut qu'on formalise, mais qu'on va peut-être pas formaliser de la même manière qu'un engagement bénévole régulier. Et donc c'est pour ça que je précise, voilà, qui est accompagné avec un process léger. Et puis c'est le vivier de bénévoles réguliers potentiels, et c'est le premier réseau vers lequel on se tourne pour chercher des bénévoles qui viendraient en soutien. Animer les réseaux de bénévoles, donc évidemment il y a des bénévoles qui vont s'engager. Il
ici sont concernées toutes les personnes qui viennent régulièrement remplir une mission directement auprès des personnes accompagnées et soignées. Donc pour des missions, faire un atelier, alors ça peut être des jeux de société, ça peut être de la lecture, ça peut être des choses plus pratiques, c'est aussi de l'accompagnement individuel, un soutien particulier à la lecture, à compter, à faire des choses comme ça. C'est de l'accompagnement, du transport, c'est de la promenade, c'est l'aumônerie, c'est le musée pour nous, c'est le sport adapté, c'est tenir une buvette, etc. Donc c'est le lieu là, du bénévolat régulier et éventuellement du mécénat de compétences. Et donc c'est aussi le lieu de toutes les personnes qui ont des responsabilités d'organisation et de coordination, notamment il y a des ventes à la fondation et puis ou alors il y a des événements un peu gros. Et donc là c'est aussi le lieu de ce type de bénévolat. Et c'est aussi le lieu de la formalisation et du cadrage du bénévolat des salariés qui font du bénévolat à la Fondation. Et enfin, le réseau des volontaires. Là, pour le coup, c'est un réseau national. La Fondation a cette année voulu renforcer le soutien aux établissements et services pour recruter et s'occuper des volontaires en service civique dans les établissements, en espérant qu'on pourra encore en avoir, qui seront financés. Et puis, donc voilà, et l'idée c'est de vraiment, d'abord c'est de faire entrer des jeunes dans les établissements et de leur permettre d'apporter leurs compétences, leur fraîcheur et autre chose. Et puis, c'est aussi faire découvrir nos métiers à des jeunes qui pourraient être intéressés par rejoindre les métiers de l'accompagnement et du soin dans le sanitaire et le médico-social. Et sont concernés tous les volontaires en service civique, service européen ou autre. Et puis enfin, pour terminer, ce qu'on a mis en place assez rapidement depuis que je suis arrivé, c'est donc des éléments de cadrage qui sont donc une charte d'engagement réciproque entre le bénévole et la Fondation John Bost, donc l'établissement ou le service dans lequel il intervient. C'est un modèle de convention de mission et une fiche de renseignement. Donc ça, c'est des documents qui sont demandés pour que on formalise et compose le cadre dans lequel les bénévoles interviennent. C'est la rédaction ou l'adaptation du guide rédigé par la Fédération de l'entraide protestante. Je me suis très fortement appuyé sur ce guide pour pouvoir proposer un guide effectivement de l'animation de l'action bénévole à destination des professionnels, qui a été donc là on a une première version qu'on est en train de commencer à diffuser. Et puis après, on est en train de travailler sur un livret d'accueil des volontaires et un guide du volontariat pour les professionnels qui est aussi prévu pour l'année prochaine. Donc voilà, assez rapidement, ce que je trouve intéressant par rapport à la proposition des amis de l'atelier, c'est qu'on est sur vraiment les deux axes. Il y a le bénévolat, effectivement, qui vient soutenir l'accompagnement des personnes qui sont accompagnées, soignées dans les établissements, pour ceux qui ont, et puis même pour tous, mais c'est vraiment des citoyens qui viennent à la rencontre de ces personnes-là et qui viennent faire quelque chose. Et puis, il y a le volet du bénévolat des résidents qu'il faut effectivement encourager à accompagner dans le fait de prendre des responsabilités, de prendre un engagement dans quelque chose à l'extérieur et dans la société. Voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir ces deux volets.